Donc on va faire un cas clinique sur la prise en charge de l'insuffisance cardiaque tous ensemble. Alors vous êtes appelé dans votre EHPAD pour voir une dame qui s'appelle Madame IC. Insuffisance cardiaque, vous voyez la blague. Hein. Donc elle a 85 ans, elle est essoufflée, fatiguée. Alors elle a déjà été hospitalisée il y a 5 mois pour une précédente épisode d'insuffisance cardiaque. Elle est coronarienne, elle a fait un infarctus, HTA, dyslipidémie, donc plusieurs pathologies, dépression, MMS à 17. Donc elle s'aggrave sur le plan de la dyspnée, elle est tombée, donc ça vous reconnaissez vos patients. Et puis à l'examen, orthopnée, crépitant, OMI, le diagnostic n'est pas trop dur, vous l'aviez déjà fait sur le prénom. Alors elle veut parler à sa mère, qui l'attend, une tension un peu limite. La seule chose, c'est qu'elle n'est pas en FA. FA, ça sera les topos d'après. Traitement. Alors il y a bien son traitement, furosémide, c'est bien ça, pour insuffisance cardiaque. Ouais. Un IEC, ça va. Un bêta-bloquant, un 25. Un Nebivolol, un 25, c'est pas loin du placebo quand même, hein. C'est des petites doses. Hein. 85 ans, Nebivolol, un 25, 90 ans c'est bien, mais à 85 ans, des fois on peut viser 2,5. Mais 10 de tension. Ensuite, psychotrope, bonne moyenne pour 3 psychotropes. Aspégique 250. On va avoir un topo tout à l'heure. Aucun intérêt de mettre des fortes doses aspégiques. 75 suffit. Alors vous l'hospitalisez ou pas? Donc c'est bien parce que vous êtes beaucoup à travailler en EHPAD. Donc elle est quand même en insuffisance cardiaque. Elle est un peu confuse quand même. Elle est tombée. 10 de tension. Donc qui va l'hospitaliser? Levez la main. Qui va pas l'hospitaliser? Ah, il y a quelques sportifs. Hein. Alors, il y a des critères. Vous allez sur l'HS, il y a des critères de gravité pour savoir si j'hospitalise ou pas. Alors là-dedans, trouble cognitif, c'est un critère de gravité. C'est quand même considéré, c'est surtout effectivement trouble cognitif avec confusion. Hein, la dame qui est confuse, vous ne pouvez pas savoir la nuit, la laisser toute seule, la laisser dans l'EHPAD, est-ce qu'elle va pas quand même retomber plus méchamment? Les chutes, effectivement. Est-ce que de femmes, ça c'est grave ça? Non. Non, ça c'est pas grave. C'est un avantage. C'est un avantage, comme dit Madame Forette. Et la tension à 100. Ouais, ça c'est quand même, il faut faire attention. Hein, nos patients, des fois, dès que la pression est autour de 100 mm, ça peut être quand même des facteurs de gravité. Alors vous avez ces facteurs de gravité. Donc vous voyez que la faible pression artérielle est un des facteurs qu'elle avait. Alors il y aurait pu avoir, on va en reparler après, une fréquence cardiaque qui reste élevée, peut être en dehors d'un épisode. Mais là, elle est en plein épisode, donc ça n'a pas de valeur. Mais en chronique, il faut viser une fréquence cardiaque à combien? Combien vous avez visé la fréquence cardiaque en chronique d'un insuffisant cardiaque? 70. Hein, c'est comme sur le périph', 70. Donc, quelque chose d'important, elle avait été hospitalisée, et quand les gens ont été hospitalisés moins de 6 mois, c'est un facteur de gravité, ça veut dire que la maladie, elle évolue, et donc ça risque de moins bien se passer encore la deuxième fois, donc c'est aussi un des critères qui fait que vous devez l'envoyer à l'hôpital. Puis on a vu tous les paramètres gériatriques, troubles cognitifs, chute, dépression, confusion, tout ça c'est des facteurs. Alors quand on regarde les recommandations, pour l'insuffisance cardiaque, vous avez ce qu'on appelle des symptômes, des signes, typiques, moins typiques, les signes spécifiques et les signes moins spécifiques. Alors, le meilleur signe, le meilleur symptôme d'ailleurs d'insuffisance cardiaque, c'est orthopnée, dyspnée paroxystique nocturne. Vous avez un patient qui n'arrive pas à dormir allongé, qui a besoin de mettre des oreillers ou qui se réveille la nuit par sa dyspnée. A priori, ça ne peut pas être tellement autre chose.
Par contre, vous avez d'autres signes qui sont moins typiques, et chez les patients âgés, on a perte d'appétit, pas très typique, confusion, dépression. Tout ça, c'est pas des signes forcément très typiques, des syncopes des fois, des essoufflements. L'essoufflement, enfin la dyspnée d'effort chez une personne âgée, c'est pas forcément obligatoirement de l'insuffisance cardiaque. Donc il faut bien connaître, c'est pas forcément l'OAP habituel. Des fois, vous pouvez avoir essentiellement des signes droits, donc il faut vraiment bien faire son examen. Et le gériatre devient maintenant, dans le parcours de soins d'insuffisance cardiaque, un élément clé, puisque si vous regardez les données de l'HAS, l'âge médian des insuffisants cardiaques, 80 ans. En Île-de-France, vous prenez PMSI, première cause d'hospitalisation dans les courts séjours, insuffisance cardiaque. Donc c'est très fréquent. Et donc c'est pour ça qu'on va pas mal parler de l'insuffisance cardiaque, parce que le gériatre, alors il y a des endroits où vous appelez le cardiologue, il vient tout de suite et c'est facile, mais il y a d'autres endroits où le cardiologue ne va pas venir forcément facilement, et donc le gériatre doit connaître le traitement, puisque c'est une des pathologies qu'il a le plus fréquemment à prendre en charge. Et puis le cardiologue, il a aussi besoin du gériatre, parce que dans la moitié des cas, la réhospitalisation, c'est pas forcément une insuffisance cardiaque. Alors si le cardiologue, il a fait uniquement le traitement cardiologique, et puis il n'a pas pris en compte le risque de chute, il n'a pas pris en compte que le patient avait des troubles cognitifs, qu'il n'allait pas prendre ses médicaments, qu'il était déprimé. Donc il y a vraiment besoin de cette collaboration, et donc dans le parcours, le cardiologue, le gériatre doivent travailler ensemble, et c'est ce qui est écrit dans les recommandations de l'HAS. Alors vous l'avez hospitalisé, vous auriez fait une radio de thorax? Parce qu'il y a de moins en moins de gens qui font des radios de thorax. Non, les gens font du BNP, mais pas de radio de thorax. Bon là, la radio de thorax, le diagnostic est pas trop compliqué. Vous avez un gros cœur, vous avez des opacités alvéolo-interstitielles bilatérales, il n'y a pas de pneumopathie, c'est un œdème aigu du poumon. Qu'est-ce que vous faites comme bilan? Iono 100, ça va servir à quoi? Il faut une natrémie, on va donner du Lasélix, il faut une kaliémie, il faut une créate, donc obligatoire. Iono-U, il y a des réanimateurs là? Non, parce qu'il n'y a qu'en réa qu'on fait des... Mais si on ne fait pas d'Iono-U chez nos patients âgés, ça ne va pas servir à grand... Enfin, ça va servir à rien, pas d'Iono-U. BNP? Qui fait le BNP? Levez la main. Qui fait pas le BNP? C'est moitié-moitié là, donc vous avez bien fait de venir. BNP, qui a un doute diagnostique là? Donc le BNP, c'est en cas de doute diagnostique. Donc si vous n'avez pas de doute diagnostique, aucun intérêt. Alors des fois on dit c'est pour le pronostic. Quel est le pronostic de cette patiente? Il est grave ou il n'est pas grave? Insuffisance cardiaque à 85 ans, c'est grave, toujours. Vous n'avez pas besoin du BNP pour savoir que c'est grave. Est-ce que vous allez adapter le traitement sur le BNP? Est-ce que votre dose de Lasélix va changer si le BNP est à 4800 ou 3000? Non. Et toutes les études qui ont essayé d'évaluer, j'adapte le traitement sur le BNP, ont marché chez les gens de moins de 65 ans. Donc c'est pour ça que les cardiologues le font beaucoup, parce qu'à moins de 65 ans, tant que le BNP est élevé, je dois augmenter le traitement. Moins de 65, en tout cas plus de 75 ans, toutes les études ont montré que ça sert à rien. C'est pour ça que des fois on voit des gens arriver, on leur a bourré de Lasélix, on les a lyophilisés, mais ils avaient un BNP élevé pour autre chose, parce qu'ils ont une hypertrophie ventriculaire gauche par exemple, mais ils n'étaient pas du tout en OAP, et ils ont reçu du Lasélix qui servait à rien, parce que le BNP était élevé, mais il aurait été de toute façon élevé. Et donc ces études ont montré que ça servait à rien chez les plus de 75 ans d'adapter le traitement sur uniquement le BNP. C'est la clinique qui prime. Par contre, si vous avez eu un doute, pneumopathie, fièvre, CRP, tout ça, là vous pouvez faire le BNP pour savoir si c'est plutôt le cœur ou le poumon. Le CG en fait? Ah oui, ça forcément. Parce qu'une des principales causes de décompensation, ça peut être l'AFA, ou alors un sous-décalage ou un sus-décalage coronaire. L'ANUM, qu'est-ce qu'on va chercher? Une anémie ou une hyperleucocytose, parce qu'il peut quand même y avoir une infection, là c'est peut-être pas le poumon, mais pourquoi pas urinaire, sous-jacente, qui aurait pu être la cause. Alors on a fait dans le service, c'était l'année dernière, une très belle étude qu'on a appelée l'étude BED.
Hein, justement, l'intérêt du BNP chez des gens très âgés, ils avaient 88 ans de moyenne d'âge, hein, c'était dans les services de gériatrie. Alors le BNP, je vous ai dit, on le fait que s'il y a un doute diagnostique, et en gériatrie, il faut connaître le chiffre. Chez des gens jeunes, vous savez qu'il y a inférieur à 100, c'est pas du cœur, supérieur à 400, c'est du cœur. Eh ben, chez nos patients âgés, comme le BNP augmente avec l'âge, vous prenez pas 400 comme seuil, mais 800. Hein, donc c'est inférieur à 100, c'est pas du cœur. Supérieur à 800, c'est du cœur. Mais donc vous voyez qu'entre 100 et 800, la zone grise, elle est encore plus importante. On ne peut pas savoir. Donc il faut bien connaître ces limites-là. Et puis ça, c'est ce que je vous disais. Quand on guide le traitement sur le BNP chez les jeunes, ça marche. Hein, ça va réduire la mortalité. Je dois changer mon traitement tant que le BNP est élevé. Par contre, chez les plus de 75 ans, vous voyez, ça coupe le 1. Donc quand ça coupe cette barre du 1, c'est que c'est pas significatif. Le petit p est non, et donc ça sert à rien chez les plus de 75 ans de faire des BNP juste pour guider le traitement. Ni pour le pronostic, c'est uniquement en cas de doute. C'est ce qui est écrit dans l'HAS. Hein. Devant un tableau typique, le dosage du BNP n'est pas indiqué. Donc cette patiente, c'était pas indiqué. Par contre, devant des tableaux atypiques, c'est indiqué. C'est surtout intéressant si c'est inférieur à 100, parce que là, vous dites c'est pas du cœur. Ils ont mis 300, mais je vous ai dit, chez les patients âgés, vous prenez 800 hein, à 88 ans, hein, à 75 ans, vous pouvez garder encore le seuil de 300-400. Et je vais vous donner les chiffres pour le NT. Vous voyez que c'est pas indiqué uniquement pour le pronostic, ce qu'on a dit tout à l'heure, et que c'est pas la peine d'adapter le traitement. L'adaptation n'a pas lieu d'être d'adapter le traitement sur le BNP. Hein. Donc vous avez un doute, vous faites le BNP. C'est vrai que souvent, quand même, quand on passe aux urgences, tout le monde a le BNP. Hein. Parce qu'ils ont pris l'habitude de le faire pour les patients jeunes, alors ils le font pour tout le monde. Mais en fait, vous n'en tirez rien, ça coûte quand même de l'argent, le BNP, et en fait, ça sert à rien. Pour les patients très âgés, si vous n'avez pas de doute diagnostique. Alors, les seuils, donc je vous ai mis ici. BNP, c'est 100-800. Et vous voyez que le NT pro BNP, c'est 300 en valeur basse et 1800. Alors que c'est plutôt 1200 chez les plus jeunes. Donc là encore, vous augmentez votre seuil, ce qui fait qu'il y a toujours la zone grise où on ne peut pas savoir, elle augmente. Donc c'est ça qui est compliqué, c'est chez les patients âgés que le diagnostic est le plus dur, c'est là où on aurait besoin du marqueur, mais c'est là que le marqueur est le moins informatif parce que il est quand même rarement bas, parce qu'il suffit d'avoir une oreillette gauche dilatée, un peu d'hypertrophie ventriculaire, un peu d'insuffisance rénale et le BNP augmente. Quand il est bas, on est content parce qu'on sait que c'est pas du cœur. Et quand il est très haut, souvent cliniquement, vous aviez déjà fait le diagnostic. Et donc, quand on est dans des cas un peu douteux, on est des fois quand même souvent dans cette zone grise. Enfin, quand c'est douteux, il faut le faire parce que s'il est élevé, vous savez que c'est d'origine cardiaque. L'autre jour, il y a une patiente, on savait quand même pas très bien. Le NT pro BNP était à plus de 4000 et donc là, il n'y avait pas de doute sur le diagnostic. Alors la dame, on lui fait le Iono 120 de natrémie. Pas d'anémie, une clairance à 38. Qu'est-ce que vous faites sur cette hyponatrémie? Qui va donner du diurétique IV? Pas grand monde. Hein. Ah si. Qui va donner du sérum Phi alors? Hyponatrémie. Je donne du sel. Non? Bon. Ben non, hein. Là on est sur une hyponatrémie de dilution. Donc l'hyponatrémie de dilution, c'est l'hyponatrémie qu'on va soigner avec les diurétiques. Donc ça, des fois les jeunes internes hésitent. Différent de l'hyponatrémie de déplétion, là où on est déshydraté, et là si vous donnez un diurétique, vous avez aggravé le truc. Donc là, le sens clinique prime, parce que si on se plante sur l'hyponatrémie, c'est la clinique. Hein. Si vous vous plantez, vous pouvez aggraver la déshydratation. Par contre là, si vous aviez mis du sérum Phi, elle va mal se passer, hein. Elle était déjà pas très bien, la dame. Si vous lui redonnez du sel, donc c'est l'hyponatrémie de dilution. Est-ce que vous mettez de l'HBPM? Ouais, vous savez que de façon systématique, hein, pour des maladies aiguës comme la pneumopathie ou l'insuffisance cardiaque ou l'AVC, ça fait partie des cas où il faut mettre une HBPM préventif ou curatif? Préventive. Et c'est qu'est-ce qu'on donne? L'Ovenox. Vous donnez clairance à 38, vous donnez combien de l'Ovenox? Qui va donner de la calcie alors? Et qui va donner du Lovenox? Ah, la majorité. Et si la clairance était... Donc là, de toute façon, clairance
supérieur à 30, on a le droit de donner du Lovenox. Hein. C'est du Lovenox 40 qu'il faut donner systématiquement, pas la peine d'ajuster la dose. Si la clairance avait été à 25, tout le monde aurait donné la calci. Donc vous savez que quand la clairance est inférieure à 30, on ne peut pas donner d'HBPM curative. Hein. Mais par contre, en préventive, on fait comme on veut. Hein. C'est pas complètement interdit de donner quand même du Lovenox en préventif. Vous pouvez aussi donner de la calcite si vous voulez. Par contre, en curatif, contre-indication absolue des HBPM curatives. Alors, qu'est-ce que vous allez lui faire comme bilan maintenant? Vous l'avez bien soignée. Elle va rentrer. Avant qu'elle rentre, qu'est-ce qu'on fait? Écho-cœur? Ouais. Facile à obtenir, l'écho-cœur? Ça dépend. Donc là, c'est toute la filière que vous avez pu organiser avec le cardiologue. Mais en théorie, il faut... À quoi va servir l'écho-cœur? Donc il y a deux choses, hein, l'étiologie et le type d'insuffisance cardiaque. Le type d'insuffisance cardiaque est majeur parce que fraction d'éjection altérée, fraction d'éjection préservée, le traitement n'est pas le même. Donc vous devez absolument savoir si l'AFE, et vous prenez quel seuil pour altérer, préserver? Voilà, c'est... En dessous de 40, c'est altéré. Au-dessus de 50, c'est préservé. Entre 40 et 50, c'est entre les deux. C'est quand même un peu altéré. Alors, nous, j'avais été dans des réunions tous les experts européens et tout. 45 plus ou moins 5, ça mettait tout le monde d'accord. Comme ça, on est pas mal. Donc, effectivement, prenez 45 ou 50. Bilan martial, ça sert à quelque chose de faire un... Elle n'a pas d'anémie? Donc vous allez voir que dans l'insuffisance cardiaque, c'est majeur, hein, puisque de traiter une carence martiale, même s'il n'y a pas d'anémie, ça va améliorer les patients. Ce qui n'est pas le cas tout venant, ça ne sert à rien d'aller traiter si on ne sait pas trop, en absence d'anémie. Dans l'insuffisance cardiaque, très clairement, ça a été démontré. Vous faites un Doppler des troncs supraortiques. Bon, ceux qui font, ça sert à rien. Hein. Pas de syncope, il n'y a pas eu d'AVC. Même, faut pas faire un Doppler systématique. Vous trouvez toujours des plaques, ça sert à rien. S'il n'y a pas de signe clinique d'AVC notamment. Fréquence cardiaque majeure, puisque je vous l'ai dit, en chronique, il faut que le patient il soit en dessous de 70. Donc, et puis un BNP avant la sortie. On n'a déjà pas fait l'entrée, donc on va pas le faire à la sortie, puisque ça sert à rien de suivre le patient sur le BNP. Alors pourquoi il faut suivre la fréquence cardiaque? Il y a vraiment plein de données maintenant qui montrent que le patient insuffisant cardiaque, si bas 90, il meurt plus. S'il est en dessous de 70, il meurt moins. Hein, donc amusez-vous à regarder tous vos dossiers de vos patients insuffisants cardiaques. Est-ce qu'ils sont au-dessus de 70 ou en dessous de 70? Vous allez en trouver plein au-dessus de 70. Et ben ceux-là, malheureusement, il y a une perte de chance. Il serait mieux s'il était en dessous de 70 que au-dessus. Alors la carence martiale se définit. Il y a une définition que vous devez connaître. Ferritine inférieure à 100, ou alors, parce que les patients ont des fois un peu d'inflammation, c'est ferritine entre 100 et 300, mais à ce moment-là, le coefficient de saturation de la transférine inférieur à 20%. Donc inférieur à 100, c'est sûr, et sinon, entre 100 et 300 avec un CTS inférieur à 20%. Et là, vous voyez que la carence martiale chez l'insuffisant cardiaque, j'insiste parce que dans les autres pathologies on ne connaît pas, c'est un facteur de mortalité. Là vous avez, j'ai pas de carence, ma survie est meilleure que quand j'ai une carence, 42%, c'est énorme, hein, 42% de morts en plus si j'ai une carence martiale qu'on n'a pas pris en compte. Et alors quand on traite la carence martiale, on peut traiter, et malheureusement par la bouche ça marche pas bien, hein, c'est pas supporté, il faut des doses plus fortes, donc on n'arrive pas à combler comme il faut. C'est avec du fer injectable que les études ont montré qu'on améliore surtout la qualité de vie. Donc ça nous intéresse d'autant plus en gériatrie, parce que nous, c'est vraiment la qualité de vie qui compte chez ces patients insuffisants cardiaques, plus que la quantité de vie. Et puis quand même les hospitalisations, vous voyez la différence, 60% d'hospitalisation en moins quand j'ai eu du fer par rapport à du placebo. Aucun risque de faire du fer, donc vous voyez, c'est vraiment, on aime bien ce genre de traitement en gériatrie, pas de risque et bénéfice. Alors ensuite, pour finir, sur le plan du traitement, donc elle garde sa petite tension, elle n'est plus en OAP, mais elle reste essoufflée. Et elle a une fréquence cardiaque qui reste élevée.
Alors le traitement, on a un peu majoré. Alors on a majoré les diurétiques parce qu'elle avait été en OAP. On a majoré un peu le bêta-bloquant, mais du coup la tension est un peu limite. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus alors? Est-ce que vous augmentez encore les diurétiques? Elle a déjà une bonne dose, là vous allez lui fusiller son rein. Est-ce que vous augmentez le bêta-bloquant? Alors on peut essayer, mais vous voyez qu'on part quand même à 106, debout elle est à 92. On a déjà augmenté un peu. Si on augmente encore un coup, c'est un peu risqué. Est-ce que vous donnez de l'ivabradine? Donc ça c'est un médicament qu'on connaît pas complètement beaucoup et qui en gériatrie a cet intérêt de ralentir la fréquence cardiaque sans baisser la pression artérielle. Donc chez ces patients-là, il peut y avoir tout à fait la place de ce médicament, c'est le Procoralan, de diminuer la fréquence cardiaque quand on n'a pas pu, normalement c'est le bêta-bloquant d'abord, mais quand on n'a pas pu avoir la dose maximale de bêta-bloquant, ce qui est souvent le cas parce qu'on est gêné par la tension, à ce moment-là on peut donner le Procoralan. La digoxine, c'est maintenant passé un peu aux oubliettes. Alors c'est marqué dans les recommandations, vous voyez, quand la fraction d'éjection est altérée, alors on en reparlera tout à l'heure, mais les anti-aldostérone on n'aime pas trop. Normalement, fraction d'éjection altérée, vous avez IEC bêta-bloquant et puis anti-aldo. Mais en gériatrie, on ne donne pas les anti-aldo parce que aldactone plus IEC, hyperkaliémie dès qu'il fait chaud, quoi, ou dès qu'il y a de la diarrhée. Donc on verra que les deux stratégies qui restent, donc c'est ça, je vous ai montré, on donne de l'aldactone, et il y a une augmentation x2 des décès par hyperkaliémie chez les gens âgés. Mourir de l'hyperkaliémie, c'est quand même costaud. Donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et donc on est sur deux stratégies. On verra la recommandation, vous réduirez, vous améliorez la qualité de vie et réduirez les hospitalisations. C'est ce qui a été montré. Mortalité, hospitalisation. Et c'est pas cette diapo-là, c'est celle-là. Vous diminuez, vous voyez, de 18% la mortalité ou les hospitalisations. Et donc c'est un vrai bénéfice. C'est pas un médicament dangereux, ça ralentit un peu la fréquence cardiaque, mais ça baisse pas la pression artérielle. Et c'est ça l'avantage de pouvoir utiliser ce médicament-là. Ça a été démontré dans des populations de patients de plus de 75 ans. Pareil, vous diminuez la mortalité, notamment la mortalité cardiovasculaire après 75 ans par rapport à si on a laissé le patient juste sous bêta-bloquant avec du placebo. Puis il y a aussi un effet sur la fraction d'éjection. Des études ont montré que quand on donne l'ivabradine plus le bêta-bloquant, par rapport au bêta-bloquant tout seul, vous allez augmenter, vous voyez au départ la fraction d'éjection elle est basse, et à la fin vous avez augmenté la fraction d'éjection avec cette action, on ralentit la fréquence cardiaque, donc on améliore le débit et du coup la fraction d'éjection. Alors pas de digoxine, vous l'avez dit, toutes les données récentes, depuis 2015, cette méta-analyse qui fait peur quand même, les études où on a donné de la digoxine, plus de 21% de mortalité. Donc la digoxine, dans le schéma de l'insuffisance cardiaque, c'est la dernière ligne. Si je vous remonte le schéma. Il va conclure là aussi. Quoi? Conclure. Ouais, mais c'est digoxine est là, au niveau de la transplantation cardiaque. Donc, oui, c'est quand même un traitement qu'on a complètement oublié maintenant le plus souvent. Autre chose, il ne faut pas oublier de vacciner les patients. Très clairement, vaccin grippe, vaccin pneumocoque. Vous savez que ça a changé, la vaccination du pneumocoque, là maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc vous faites Prévenard, 8 semaines après, vous faites le deuxième. Ouais. Alors l'AFE préservé, on en parlera tout à l'heure. Le traitement est très différent. Là, autant vous aviez vraiment une stratégie, autant pour l'AFE préservé, il faut traiter l'hypertension artérielle. On donne des diurétiques au moment de l'OAP et ensuite on traite l'hypertension artérielle. Dernier point qui est majeur et qui se développe beaucoup dans l'insuffisance cardiaque, c'est la télémédecine. Et là, nous, dans le cadre du PAERPA, on va proposer de la télémédecine aux EHPAD pour justement gérer les traitements de l'insuffisance cardiaque. Et donc, toutes les expérimentations de télémédecine dans le cadre de l'insuffisance cardiaque, vous voyez que ce soit en suivi de coup de fil au docteur ou en télésurveillance, où on mesure le poids, la pression artérielle, ça diminue la mortalité, ça diminue les hospitalisations.
Donc il y a un vrai bénéfice d'avoir cette expertise et donc pouvoir proposer ce suivi téléphonique. Et donc on va mettre en place, nous, sur Broca, et donc les EHPAD qui veulent pourront nous téléphoner, dire ce patient, qu'est-ce que je peux faire, en prenant des créneaux de suivi télémédecine et de suivi téléphonique. Tout ce que je vous ai dit là, vous avez qui a le guide papa? Pas mal. Sinon vous pouvez l'avoir, il est aussi disponible en bas, à la pause, et on va faire la pause justement maintenant. Je vous remercie.